Tata, Mama, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Aujourd'hui, dimanche politique, nous avons reçu un homme qui n'est pas présenté, mais bon, il va quand même se présenter tout à l'heure, qui va nous parler effectivement de l'opposition congolaise face au régime de Denis Sassou Nguesso et puis également de la jeunesse congolaise. Monsieur Cicéron, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrique TV. C'est plutôt moi. Je suis ravi d'être sur le plateau de Afrique TV, puisque ça fait suite à une première intervention que j'ai accordée sur Jamais TV. Il s'agit donc en ce moment de saluer, disons, la bienveillance. Rapidement, si vous me permettez, avant que vous puissiez saluer effectivement la bienveillance, comme vous êtes en train de le dire, c'est pour une première fois sur Afrique TV. Est-ce que vous pouvez avoir l'amabilité, pour ne pas dire la gentillesse, pour ceux qui ne vous connaissent pas, les téléspectateurs d'Afrique TV, de vous présenter? Oui, effectivement, c'est un exercice intéressant parce que, alors, je veux me présenter comme une conscience politique. Comme une conscience politique, c'est-à-dire que quelqu'un d'engagé politiquement, bien que je ne sois pas dans le militantisme actif, mais je suis beaucoup plus dans la réflexion, dans la pensée. Et j'ai eu donc, dans les moments de mon évolution, à diriger une fédération très importante, qui est donc la fédération UR France, qui est donc le parti de son Excellence Benjamin Bokoulou, dont j'avais la charge de diriger la fédération. Et Dieu seul sait quel est le travail qui a été donc effectué en collaboration avec la direction du parti pour arriver finalement donc au sommet. Hein. Et donc c'est un travail que nous avons abattu ensemble et qui a fait de l'UR une plaque tournante, sinon une étoile montante, comptant parmi les grands partis politiques du pays. Et ce que je veux dire, c'est que l'UR, grâce au travail que nous avons effectué en communauté, notamment avec les Rigobert Mabondou et autres, l'UR avait atteint les sommets au point où il avait entre les mains les clés nécessaires pour conduire à la victoire, surtout lorsque s'est constituée une coalition entre le RDPS, de Tissé Tikaya, le MDS de Paul Kaya et l'UR de Benjamin Bokoulou. Donc, n'eût été finalement l'effet de la guerre, je crois que nous aurions connu au Congo un tournant historique politique. On va revenir là-dessus. Je vous ai demandé de vous présenter. Je pensais que vous deviez effectivement vous présenter pour les téléspectateurs, mais vous êtes rentré directement dans le rétroviseur. Je suis. D'où ma question. Est-ce que, en rentrant, parce qu'on n'a même pas encore commencé, parce que je vous demandais de nous donner un peu votre avis vite fait par rapport au discours du chef de l'État concernant effectivement l'état de la nation. L'État congolais venait effectivement de fêter les 66 ans. Donc vous, en tant qu'acteur politique, vous avez peut-être un mot à dire là-dessus, parce que le président a parlé effectivement de la jeunesse là-dessus, qu'on va essayer de s'appuyer aussi. Mais vous avez déjà commencé à regarder le rétroviseur. Permettez-moi d'emprunter un peu l'expression, je ne sais pas si à vous de me corriger ou pas, de Mitterrand, je ne sais pas, de Giscard. Est-ce que vous n'êtes pas un homme du passé? Je suis plutôt un homme d'avenir parce que je prône des idées tout à fait neuves et nouvelles qui vont dans le sens des aspirations du peuple congolais. Je suis donc en démarcation avec la classe politique parce que il y a un besoin pressant du renouvellement de la classe politique au Congo. Tous les problèmes que nous connaissons, ce sont des problèmes qui sont dus tout simplement à une absence du renouvellement de l'élite politique. C'est une élite politique qui est engluée dans les contradictions et qui fait que, par l'effet de l'usure et par l'effet, disons, des croque-jambes, on arrive à une neutralisation de l'action politique et à un niveau d'improductivité et qui fait qu'aujourd'hui, pour que le Congo se sorte des ornières, il faut nécessairement qu'il y ait du renouveau, du sang neuf, qui amène en fait en surface des nouvelles idées.
Et c'est ce que nous entendons incarner dans le courant, dans la dynamique que nous mettons en place, qui s'intitule en fait l'OCJ, l'opposition congolaise de juxtaposition. On va en parler de l'OCJ. Ben alors, rapidement, est-ce que vous pouvez dire un mot, puisque c'est vrai que c'est passé, sur le discours du chef de l'État? Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous analysez le discours du chef de l'État? Est-ce que vous voyez les inconvénients, les avantages? Parce que le président a insisté sur la jeunesse, d'ailleurs, qu'il avait déclaré l'année 2024, donc l'année vient presque de terminer, l'année de la jeunesse, qui est étendue en 2025 et 2026, tout en sachant que 2025, on prépare les élections de 2026. Vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous pensez du discours du chef de l'État? Alors, ce que j'ai retenu d'essentiel dans le discours du chef de l'État, c'est justement la thématique concernant la jeunesse. Lorsqu'il parle de la jeunesse et lorsque il évoque les intentions que le PCT en fait affiche à l'égard de la jeunesse. Force est de relever qu'on parle de la jeunesse, mais il n'y a rien qui suit derrière. Et la situation de la jeunesse, elle est des plus difficiles. En termes notamment de chômage, ce qui explique aujourd'hui la grogne de la part de la jeunesse, qui ne comprend pas qu'après tant de promesses, qu'on se retrouve dans une situation aussi calamiteuse. La question que l'on peut légitimement se poser, c'est de savoir comment est-ce que des gens qui ont eu entre les mains tous les leviers du pouvoir puissent se retrouver dans une position d'infortune, au point où finalement toutes les promesses données à la jeunesse ressemblent beaucoup plus à une désillusion totale. L'absence de réalisation de toutes ces promesses électorales ne s'apparente qu'à une trahison, à mon sens, à mes yeux, et qu'il faille dénoncer. Et c'est pour cela que nous sommes encore dans une sorte de discours habituel qui consiste tout simplement à utiliser, à aller dans un exercice d'ormifiche de mots, hein, pour essayer d'endormir les jeunes. Mais aujourd'hui, la jeunesse l'a bien compris. C'est pour cela qu'elle est aujourd'hui vent debout pour revendiquer ce qu'on lui a promis. Et je crois que si on n'y est pas arrivé, après avoir disposé de tous les leviers de l'État, notamment des moyens considérables, parce que jamais le Congo n'a disposé de tant de moyens financiers, si on n'y est pas arrivé, il y a deux explications possibles. Soit alors, le pouvoir n'a pas de projet, ce qui peut paraître évident. Sinon, la situation actuelle s'explique tout simplement par des politiques économiques et sociales menées dans le pays qui ne soient pas adaptées. J'entends développer ces aspects des choses au cours justement de nos échanges. Rapidement, vous avez parlé de la jeunesse, vous avez critiqué, d'ailleurs à tort ou à raison, le discours du chef de l'État, mais vous proposez quoi à cette jeunesse? Alors, il suffira tout simplement de revenir à mon émission du Jana TV. Non, on est sur Afrique TV, direct devant les téléspectateurs. Vous proposez quoi à cette jeunesse? Un mot là-dessus, malgré que vous avez déjà fait péter des propositions sur la télévision Jana TV. Vous proposez quoi à cette jeunesse, puisque vous critiquez? Critiquer, c'est bien. Le gouvernement en place, ils n'ont peut-être pas de projet, ils sont en train de travailler, mais ils ne travaillent pas bien. Vous êtes à l'opposition, on parlera tout à l'heure de OCG. Mais vous proposez quoi maintenant, là, à l'instant T? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour attirer l'attention de cette jeunesse? Alors, pour attirer l'attention de cette jeunesse, je vais tout simplement dire que le Congo dispose de tous les leviers possibles pour apporter des réponses vraies et concrètes aux problèmes de la jeunesse qui se posent, notamment le problème de chômage. Parce qu'il faut tout simplement dire que le gouvernement a promis la création de 100 000 emplois aux jeunes. Et il s'avère qu'aucune réalisation ne s'est faite. Apparemment, il y a 25 000, il me semble. Là, c'est 25 000. Apparemment, il y a 25 000 a été réalisé. 20 000 ou 25 000, je pense. Ça tient beaucoup plus de la spéculation qu'autre chose. Parce que tout cela reste encore à prouver. Alors, ce que je vais dire, c'est que tout simplement, si les promesses engagées en 2024 ne sont pas réalisées, on est dans une sorte d'euphémisme. L'euphémisme, pour l'expliquer dans des mots simples,
il s'agit tout simplement de trouver un langage pour essayer de dire les choses d'une certaine manière. Par exemple, pour annoncer le décès d'un parent à quelqu'un, on va dire « le parent nous a quittés, il n'est plus de ce monde ». Ça, c'est une manière de dire les choses. Et donc, aujourd'hui, quand le gouvernement dit que ce qui ne s'est pas réalisé en 2024 va certainement se réaliser en 2025, en 2026, c'est une façon de dire que les choses sont au calendrier grec et que rien ne s'est réalisé. Je vais vous donner un exemple. Vous savez bien que sur 6 millions d'habitants que nous sommes au Congo, la population active, qu'est-ce qu'on entend par population active? La population active, c'est la population d'un pays qui est en âge de pouvoir travailler. Elle est de 2 millions d'habitants. Et sur les 2 millions d'habitants, selon les statistiques, si on se fie à ces statistiques, les statistiques nous donnent qu'au Congo, le taux de chômage est de 37%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 2 millions, il y a au moins 700 000 qui sont des prétendants à un emploi. Et donc, quand j'écoute bien le porte-parole du gouvernement, qui est M. Thierry Mongala, lorsqu'il nous dit que nous allons créer 100 000 emplois et que finalement les 100 000 emplois sont répartis sur 3 années, ça veut dire qu'ils vont aller sur une vitesse de 30 000 emplois par année. Et lorsque l'on prend les 700 000 personnes en attente d'emploi, divisé par les 30 000, ben, on est sur une longueur de 20 années. Donc, vous comprenez bien que nous sommes dans la roublardise. Et n'oubliez quand même pas que, en plus, le taux d'accroissement de la population au Congo est de 3,2%. Donc, si j'ai en face de moi des bons calculateurs, vous verrez bien que d'ici donc à 20 ans, la population du Congo va encore s'accroître au moins de 50 000 personnes. Donc, on sera à peu près aux environs de 750 000, sinon 800 000. Ça veut dire qu'on partira donc de 20 ans pour 25 ans, etc. Voilà donc ce que je voulais dire. Quant à nous, puisque vous m'avez posé la question, qu'est-ce que nous nous proposons? Ce que nous proposons relève à la fois des mesures de court terme et des mesures de long terme. En ce qui concerne le court terme, voilà ce que nous avons dit. Il est tout à fait possible aujourd'hui de pouvoir instaurer ce qu'on appelle le mentorat. Qu'est-ce que c'est que le mentorat? Le mentorat, c'est une forme de tutorat. On a un Premier ministre qui est allé pleurnicher devant la communauté étrangère en demandant à ce qu'on puisse embaucher un jeune Congolais. Non, nous ne sommes pas dans les jérémiades. Mais il s'agit pour nous d'être dans ce qu'il y a de plus objectif. Et c'est pour cela que je dis que dès que nous avons les rênes de pouvoir, des décisions seront prises de manière telle qu'on puisse demander à la communauté libanaise et ouest-africaine qui aujourd'hui occupe le commerce du détail qui nous échappe complètement, alors que j'étais dans d'autres pays, les Congolais à l'étranger ne peuvent rien faire. Je vais donc demander à ce que ceux des Libanais ou ceux des Ouest-Africains qui réalisent une activité relativement importante, de pouvoir prendre sous leur tutelle un jeune Congolais. Le jeune Congolais ne devient pas travailleur du Libanais, mais il est son associé. Et l'État se fera le devoir d'apporter un concours financier aux jeunes Congolais pour que le plus jeune Congolais puisse mettre le pied à l'étrier en apprenant le commerce. Et c'est comme ça que la communauté congolaise arrivera elle-même à prendre en possession un secteur qui lui échappe, qui est celui du commerce. Il arrive que le vendredi, lorsque les Ouest-Africains vont à la prière, tout le pays, il est paralysé. Ouais, ça on le sait, voilà. On va rapidement. Donc, attendez, non, je vais poursuivre.
Allez-y. Donc, l'État va apporter un concours financier aux jeunes Congolais, remboursable sur plusieurs années, mais à un taux bonifié. Ainsi, le jeune Congolais devient donc l'associé du Libanais. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que j'ai donné, c'est celui de faire que les jeunes Congolais puissent aujourd'hui se servir aussi des ressources qui sont en place. Et j'avais pris l'exemple. J'ai dit, en ce qui concerne le long terme, lorsque nous prendrons le pouvoir, nous réunirons le Parlement, c'est-à-dire que les deux chambres, pour inscrire dans le marbre et demander à ce que tous nos partenaires qui sont de l'étranger et qui sont au Congo, qui exercent, puissent en faire être établi le principe de la réciprocité, l'ouverture des marchés. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de la Chine qui est très bien implantée au Congo. Il sera exigé à la Chine de nous accorder ne serait-ce qu'un minimum de 1% ou de 2% de la part de marché de la Chine. À ce titre, nous avons des ressources très importantes, notamment en ce qui concerne le bois. Le bois. Il est donc possible de pouvoir conclure un partenariat avec le géant chinois du meuble. D'une part, nous avons un patrimoine forestier important, et puis d'autre part, il y a donc aussi une population, une densité humaine très importante en Chine. On peut donc imaginer ce que pourraient être les potentialités du point de vue de l'emploi. D'accord. Je veux essayer de prendre la parole parce qu'on a un problème de temps, vous le savez très bien. Voilà. Là, c'est tout un programme politique, s'il faut dire un programme présidentiel. Donc, s'il faut vraiment parler de ça, on prendra beaucoup de temps là-dessus. Donc, comme on court derrière le temps, vous avez dit lorsque vous seriez au pouvoir, pensez-vous, les élections sont en 2026. Le procès n'est pas organisé. Il est désorganisé aujourd'hui. Divisé ici, il faut le dire honnêtement. 2026, c'est bientôt. Lorsque vous seriez au pouvoir, ou lorsque vous prendrez le pouvoir, pensez que vous allez prendre le pouvoir là en 2026? C'est une question de... Si vous ne mettez pas de l'ordre, c'est une question de la volonté. méthode, C'est une question de la volonté. discipline, vous allez prendre le pouvoir comment lorsque vous êtes divisé? D'ailleurs, la question que j'ai envie de poser, pourquoi, si vous me permettez, pourquoi l'opposition congolaise semble-t-elle souvent être à la remorque des actions du régime plutôt que de prendre des initiatives, je dirais tout simplement stratégiques pour que demain, cette opposition puisse prendre le pouvoir? Alors, je suis très content que vous me posiez cette question parce qu'il y a des éléments de réponse dans votre question. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de mettre en place une dynamique qui s'appelle l'OCJ? L'OCJ, c'est finalement donc un mouvement que nous mettons en place qui est censé donc agréger en son sein tous ceux qui pensent changement au pays, changement véritable, et qui sont en démarcation par rapport au climat ambiant qui est au pays. C'est-à-dire que, à la fois qui portent des récriminations contre le pouvoir actuel, mais aussi en démarcation avec l'opposition politique, à la fois par son inaction, parce que vous avez bien dit que l'opposition est clairement, elle n'a jamais été offensive, et puis elle est plombée dans des... Mais pourquoi elle n'a jamais été offensive? Pourquoi vous êtes incapable? Elle n'a jamais été offensive, tout simplement parce qu'elle n'a pas mis en avant la question de sa cohésion, de son unité. Vous savez bien que l'unité, c'est un facteur important. Ah oui, mais comment faire pour que cette opposition soit unie? Même sur la place de Paris ici, vous avez du mal à vous réunir. Alors, vous avez du mal à vous retrouver, vous les acteurs politiques. Est-ce que vous le savez que vous avez du mal à vous retrouver? Bon, ça fait très longtemps sur la place de Paris qu'on a vu l'opposition, tous ensemble, main dans la main, parler une même voix. Ça n'existe plus quasiment. Alors, ça n'existe pas, tout simplement. C'est parce que l'opposition congolaise n'a pas à cœur la question de l'unité. Chacun y va de sa raison propre. Vous ne pensez pas que c'est un problème? De sa raison propre. Donc, il y a un problème d'ego. Et puis, il y a d'autre part aussi le problème d'une organisation qui sont dues tout simplement aux ambitions débridées des uns et des autres.
nous y avons contribué. Savez-vous que la question de l'opposition dans son ensemble a été pensée il y a très longtemps et nous avons pondu une réflexion qui montrait comment est-ce que l'opposition, dans le cadre de l'objectif de l'unité, pouvait concilier à la fois l'ambition collective, qui est donc de se mettre ensemble et de remporter l'élection, avec les ambitions individuelles. C'est un document qui existe où nous avons montré que c'était possible de pouvoir mettre la parenthèse entre-temps, de mettre quelqu'un devant, et puis de se définir une période de transition où les gens vont travailler ensemble, et puis par la suite, d'ouvrir le jeu politique. C'est un document que nous vous donnerons pour que vous vous rendiez compte, effectivement, du travail apporté. Or, ce document a été royalement ignoré et foulé du pied. Alors, où que l'on aille, la question de l'unité de l'opposition, ça reste la planche de salut. C'est à ce titre que nous avons compris que nous ne pouvons pas perdre notre temps, perdre de notre lessive à se mettre derrière une opposition qui est toujours restée sur la défensive et qui, depuis 20 ans ou 25 ans, n'a jamais remporté une seule même bataille. Je crois que dans ces cas, ça nous amène à penser les choses autrement, à poser la question de l'unité en dehors de cette opposition traditionnelle pour que les forces aujourd'hui s'agrègent dans un autre courant différent, à la fois en venant en contrepoids par rapport à une absence de propositions concrètes, et puis en venant aussi en palliatif par rapport à un manque d'organisation de l'opposition traditionnelle. D'accord, vous parlez de l'opposition traditionnelle, vous venez de faire un état, si je peux dire ça ici, vous avez fait un constat concernant l'opposition traditionnelle. Aujourd'hui, là, il y a OCG, si je comprends bien, donc vous êtes en train de mettre des structures en place. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement, quand on regarde un peu le championnat ici en France, c'est juste les personnes qu'on a pris par-ci, on a déplacé, qu'on les a menés de l'autre côté, puisque c'est les mêmes acteurs politiques qui étaient à l'opposition traditionnelle que vous critiquez. D'ailleurs, peut-être que vous-même, vous étiez à l'opposition traditionnelle, à ce que je sache, peut-être. C'est à vous de me dire le contraire. Vous voyez, on fait déplacer les gens, on change juste les noms, et puis après, on dit qu'on va faire de la politique. Est-ce que les acteurs politiques de l'opposition, par exemple, vous autres là, est-ce que vous n'êtes pas comme, passez-moi le mot, comme des généraux mexicains où ils sont là, il y a beaucoup de généraux, mais ils ont peu de combattants. C'est-à-dire qu'on vous voit, mais derrière vous, il n'y a personne, en fait, en réalité. Vous avez du mal à réunir, à remplir même des salles. Est-ce que ce n'est pas ça le problème de l'opposition? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ah oui. Parce que il y en a qui ont été au pouvoir et qui traînent un passif. Et il y en a qui sont aussi dans le combat politique, mais sans pour autant avoir exercé un quelconque mandat pour pouvoir être évalués à l'aune de ce qu'ils ont fait. C'est mon cas personnellement. Je peux me revendiquer une virginité politique. Mais pour autant, je ne suis pas désarmé, je ne suis pas démuni pour autant. Puisque, à travers nos échanges, je vous ai donné l'esquisse de ce que nous entendons faire. Ça veut dire que nous ne venons pas bras ballants et que nous avons plus d'une corde à notre arc. Ce qui n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on écoute les uns et les autres, on se rend compte finalement que non seulement que ça manque de propositions, mais en plus, lorsque les propositions sont là, elles relèvent des vieilles recettes, des recettes usées, parce que tout le monde va nous parler de la formation des jeunes. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, la formation des jeunes est devenue un slogan. Formation des jeunes, c'est comme si la formation des jeunes était une finalité à soi. Mais je vais vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle les formations traditionnelles. C'est-à-dire que des jeunes gens, on a besoin des menuisiers, on a besoin des ébénistes, etc. Ce sont les formations auxquelles les jeunes gens peuvent prétendre. Mais la question de la formation ne s'arrête pas seulement là. Les formations se définissent aussi par rapport aux besoins du marché. Pourriez-vous me dire aujourd'hui quels sont les besoins du marché du travail? Il s'agit donc
dans une perspective d'avenir, de pouvoir définir d'abord les types d'activités que vous avez, et ce sont donc des activités qui vont définir les besoins en travail, donc notamment en formation. Tout ça, Or, au Congo, on brasse de l'air, on s'agrippe sur des slogans, et on en est là. Voilà. Alors, Monsieur Cicéron, tout ça, c'est très bien. Hein. C'est ce qu'on appelle par la théorie. Vous parlez très bien. Vous êtes une éminence grise, si je peux me permettre à vous le dire. On vous comprend facilement, mais passez-moi le mot, c'est le gros français. Le peuple a besoin de vivre quelque chose qui est palpable. Le peuple a besoin des acteurs politiques. Le peuple a besoin d'être sûr qu'on peut compter sur les acteurs politiques. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le chef de file de l'opposition qui est à Brazzaville est vraiment l'opposant au régime en place? En un mot, rapidement, on va aller vite. Bon, alors, déjà, je montre, en élevant un mouvement comme celui-ci, nous faisons déjà une démarcation entre ce monde politique-là, hein, dans lequel on se reconnaît. Voilà, ce monde politique dans lequel on se reconnaît. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Répondez juste à la question et puis on va aller vite. Et le fait finalement que je me démarque de cette personne, ça veut dire que ce sont des personnes auxquelles je n'apporte aucune caution, aucune crédibilité. D'accord. Alors, comme vous le savez, on est clair là-dessus. Voilà. Comme vous le savez, je venais de le dire tout à l'heure, le peuple a besoin d'écouter des acteurs politiques. Voilà. Il a besoin des gens qui ont la voix, qui parlent et ils écoutent pour essayer de faire les choses. Avez-vous vu dans un quelconque pays qu'on puisse nommer un chef de l'opposition? Ben, ça, c'est à vous, les acteurs politiques, de le constater puis alors, de l'annoncer vis-à-vis du peuple. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Au Congo, on marche sur la tête. Au Congo, on marche sur la tête. Je souhaiterais également que lorsque vous échangez, puisque vous êtes un acteur politique, surtout sur des paroles où vous pouvez effectivement attirer l'attention du peuple, de regarder souvent l'objectif. Ça serait très important que le téléspectateur, pour ne pas dire le peuple lambda, puisse vous voir lorsque vous parlez, vous prononcez ce genre de propos. Moi, je voudrais tout simplement dire, le peuple a besoin de vous. Alors, peut-on espérer un changement des rapports de force sans une pression populaire massive? Que faudrait-il pour mobiliser la population congolaise de manière durable et efficace, vous, les acteurs de l'opposition? Parce que sans vous, le peuple sera là, en train d'avoir peur. Parce que, d'une manière ou d'une autre, on menace le peuple par les discours, par la caporalisation, comme on voit comment ça se passe au pays. Alors, comment faire pour mobiliser ce peuple? Alors, moi, je veux vous répondre de manière figurative. C'est-à-dire que dans le domaine de la sécurité, on parle souvent du triangle de feu. Le triangle de feu. Le triangle de feu, c'est dit qu'en disant tout simplement que le feu, pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait 3 éléments. Il faut qu'il y ait le combustible qui brûle, il faut qu'il y ait l'oxygène de l'air, mais il faut qu'il y ait de l'énergie d'activation. C'est-à-dire que le combustible, en fait, c'est le peuple congolais. Et l'oxygène, c'est tout simplement le climat, l'atmosphère. Or, l'atmosphère, elle est tendue au Congo, puisqu'il y a une contestation qui est là. Mais, pour emprunter tout simplement l'expression de Max Weber, que une misère en elle-même, elle ne crée pas une dynamique de révolution. Ce n'est que lorsque le peuple prend en fait en considération l'origine de son mal que se déclenche une révolution. Parce qu'on peut vivre longtemps dans une misère sans pour autant qu'on réalise l'état de la misère. Mais c'est lorsqu'on vous montre les origines de votre mal que la révolution en fait se produit. C'est pour cela que lorsqu'on vous montre les origines de votre mal, lorsqu'on vous montre, le peuple a besoin des gens pour leur montrer l'origine du mal. C'est pour cela que justement, jusqu'ici, nous avions de l'énergie d'activation, mais c'est une énergie d'activation qui faisait défaut. Parce que nous avons une opposition qui est en fait complètement affable. Il s'agit aujourd'hui qu'il y ait des acteurs qui s'approprient du discours politique et qui deviennent finalement, donc, à travers le message d'espoir qu'ils vont porter aux populations, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler pour parler, mais il faut leur montrer que par rapport à l'existant,
il y a une alternative. Et que votre avenir n'est pas bridé et qu'en dehors de la situation d'aujourd'hui, il peut y avoir une autre solution que ça. Mais ça suppose qu'il faut qu'il y ait un groupe de gens ou de personnes qui portent ce discours et qui l'incarnent. Donc, vous voyez bien que pour qu'il y ait des changements, il faut que le peuple voit en la personne qui parle l'incarnation de leur espoir. C'est l'élan dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui. D'accord. Alors, nous allons aller carrément au terme de notre première partie parce qu'il y a la partie économique rapidement. Alors, si vous me permettez, une dernière question, pas de réponse au fleuve, passez-moi l'expression bien sûr, 30 secondes seulement parce que c'est très important. Cette question, je vous demanderai de répondre avec beaucoup de franchise. Vous le savez très bien que le combat politique se joue souvent par des alliances de circonstances, vous le savez très bien. Pensez-vous que l'opposition congolaise a la capacité de tisser des alliances stratégiques avec des réformateurs cachés au sein du régime en place? Oui, c'est ce que nous disons. Nous disons de toutes les façons, dans le combat que nous menons, nous n'excluons personne. C'est pour cela qu'au niveau de l'ECJ, nous avons pensé qu'il va falloir établir ce qu'on appelle un statut de repenti. Le statut de repenti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui réalise ses fautes et qui en fait se confesse. On dit bien qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, il s'agit de faire que, par exemple, pour ceux qui ont dilapidé l'argent de l'État, de pouvoir le remettre, mais pour autant, nous lui retournons une prime de façon telle que la personne ne soit pas totalement dépouillée pour lui garder quand même le sens de l'honneur et pour montrer exemple que par rapport à tout ce qu'il a pris, que la personne puisse garder ne serait-ce que même 1% de ce qu'il a dilapidé. Monsieur Mais pour autant qu'il soit frappé du sceau de ne plus jamais se représenter, ni d'exercer un mandat électoral, même un mandat administratif. Monsieur Cicéron, voilà donc ce que nous pensons. Merci effectivement de répondre à nos questions. Nous avons terminé notre première partie. Je vais vous donner 2 noms des personnes. Je vous demanderai de me donner si vous avez une bonne opinion des personnes ou une mauvaise opinion de la personne, tout simplement. C'est le jeu d'Afrique TV. Je vais commencer par Adrien Wabaluku. Est-ce que vous avez une bonne opinion ou une mauvaise opinion? Juste mauvaise ou bonne? Pas de commentaire, s'il vous plaît. Bon, je vous dis franchement que je le trouve un peu... Pas de commentaire, mauvaise ou bonne opinion? C'est mitigé. Mitigé. Alors, monsieur Armand Mandjouno qui est ici, est-ce que vous avez une bonne opinion ou une mauvaise opinion? Très bonne opinion, compte tenu de son engagement politique. Ah, monsieur Denis Sassou Nguesso, bonne opinion ou mauvaise opinion? En tout cas, par rapport au bilan qu'il a produit pour le Congo, je ne pense pas que je puisse apporter... Bonne opinion ou mauvaise opinion? Mon opinion est beaucoup plus mauvaise. Alors, monsieur Amédée Nganga, bonne opinion ou mauvaise opinion? C'est un bon technicien du droit. Bonne opinion ou mauvaise opinion? Je peux garder une bonne opinion pour la personne. Alors, nous avons terminé notre émission. Permettez-moi de vous poser cette question, ce n'est pas pour vous offenser. Est-ce que le fait d'être plus intelligent vous rend plus con? Il faut savoir marier son intelligence. Ah, rapidement, je vais essayer de vous rappeler la question que je vous ai posée, puisque vous avez essayé de définir l'OCJ. Effectivement, c'est un groupement, si on peut appeler ça ainsi. Voilà. Il y a des acteurs politiques, associatifs, pour essayer de réfléchir pour un Congo, si je peux résumer ça ainsi, en un mot. Maintenant, j'ai juste envie de savoir, sûr et certain, dans ce mouvement, vous avez eu des débats concernant, à un moment donné, nos terres. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des terres, soi-disant, vendues aux Rwandais. Vous, en tant qu'acteur, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Alors, notre réponse est celle-ci. On ne peut pas traiter la question de la vente des terres avec le dos de la cuillère, tel que ça se passe au Congo. Vous constaterez qu'aujourd'hui, la question de la terre, on n'en parle pratiquement plus au Congo. C'est comme si la question avait été réglée. Or, nous, à notre niveau, nous avons mené des initiatives. Nous avons été de ceux-là qui ont proposé, à travers justement cette question,
qu'on mette en place une commission paritaire qui devait réunir les différents acteurs politiques, y compris la communauté religieuse, pour que, de manière consensuelle, qu'on regarde s'il y a eu vente ou non vente des terres. Mais la question que j'aimerais savoir, pourquoi est-ce que, lorsqu'on entend Madame Mounari, lorsqu'on l'écoute, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement que pour arriver à tirer au clair la situation, il faut qu'on arrive à confronter le gouvernement congolais avec le gouvernement rwandais. D'accord. Alors la question que je pose, M. Keto, c'est de savoir qui c'est qui va confronter le gouvernement congolais avec le gouvernement rwandais. Monsieur Cicéron, votre question, permettez-moi, votre question reste posée. Voilà. On reviendra là-dessus pour répondre à votre question. Attends, je vais terminer. Donc, vous voyez bien que ça relève de la plaisanterie de la part d'une opposition politique. Et puis d'autre part, Madame Mounari dit aussi que si le Congo a pris l'argent du Rwanda, on n'avait qu'à leur donner un puits de pétrole. Croyez-vous que ça soit une attitude responsable? C'est pour cela que nous nous démarquons de cette opposition, dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas du tout. Parce que il s'agit d'un mouton à cinq pattes. Voilà ce qu'il faut que nous répondions. C'est pour cela que nous construisons une dynamique qui se met à la fois dans la prospective, parce que il ne s'agit pas seulement de penser le Congo à la gestion du Congo maintenant, mais il faut être dans la prospective pour essayer de dessiner des futurs possibles. Et que, qu'en faisant jouer les paramètres, que le Congo, que l'avenir du Congo ne soit pas nécessairement dans le prolongement de nos malheurs actuels. Merci beaucoup, Monsieur Cicéron. En tout cas, merci d'être passé chez Afrique TV pour essayer de nous donner votre point de vue concernant le Congo, concernant également l'OCG et puis la jeunesse congolaise. En tout cas, on a passé un moment convivial, politique, s'il faut dire. Effectivement, j'ai été à côté de moi, Yvan, qui était avec vous, qui vous a posé des questions concernant l'économie du Congo. Et puis, je voudrais tout simplement vous dire que merci beaucoup, mais je pense que vous êtes un homme du passif. Vous êtes un homme du passif, non? Je suis plutôt un homme de l'actif. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs. Voilà, il y a un bouquin qui est là, Katanga. Ce livre, franchement, je vous demande de le lire et surtout de l'acheter. À partir de ce livre, chers Congolais, vous allez découvrir beaucoup de choses là-dessus. En tout cas, achetez ce livre, ça coûte pas grand-chose. Vraiment, c'est un livre... j'ai peut-être pas le temps pour vous le lire ou encore faire un commentaire là-dessus, mais je reviendrai là-dessus concernant ce livre. Mais pour le moment, je vous demande, allez-y acheter ce livre. Vous allez pas être déçus. Merci. Monsieur Cicéron. Est-ce que je peux me permettre une chose? Rapidement, on a terminé l'émission. Alors, je voudrais terminer mon propos en disant tout simplement que le peuple congolais doit garder espoir. Il doit garder espoir parce que tout réside dans l'engagement des hommes qui tiennent les rênes du pays. Il s'agit de faire que s'exprime au niveau du pays une volonté politique. Il suffit qu'aujourd'hui nous puissions utiliser les ressources humaines et les ressources matérielles que nous avons à bon escient pour que le pays sorte du gouffre dans lequel il se trouve. Mais seulement la seule volonté politique ne suffit pas. Il faut de l'imagination, de l'imagination créatrice. C'est-à-dire que il faut trouver des foyers de prospérité, c'est-à-dire que de la croissance. Et lorsque on se résigne à ne faire de la croissance que par le pétrole, on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve. Mais nous avons pensé qu'il nous faut mettre en place différents moteurs de croissance. Et l'un des moteurs de croissance essentiel pour nous, c'est la souveraineté alimentaire. C'est pour cela que nous pensons que l'agriculture reste un grand chantier au Congo parce que, tout simplement, c'est un domaine qui a besoin de main-d'œuvre. Or, le Congo dispose énormément de main-d'œuvre. C'est pour cela que notre priorité sera l'agriculture.
Parce que, à travers les revenus qui va se dégager, que va avoir la paysannerie, ça permettra à la paysannerie de se constituer en une catégorie et d'élever son niveau de vie. Et c'est comme ça que nous arrivons à soutenir le marché intérieur. Et que, d'une part, nous ne serons plus dépendants des importations, mais on verra aussi s'élever une nouvelle classe d'hommes, c'est-à-dire une classe moyenne, avec des gens qui vont consommer, qui vont produire. Monsieur Je Cicéron, vous remercie de placer votre confiance dans cette nouvelle élite que nous incarnons à travers le mouvement que nous appelons le CJ. en tout cas, le message est passé. Tata, Bandeko, mesdames et messieurs. Monsieur Cicéron, Massamba, merci. Je vous en prie.